Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Au centre de l'émission aujourd'hui, l'économie, avec notre invité, l'économiste Eddy Labossière. Une émission qui s'inscrit dans le cadre de ce débat que l'Association des économistes haïtiens entend organiser avec des candidats à la présidence demain. On va en parler. Évidemment, on aura aussi à aborder d'autres sujets qui ont quand même rapport avec l'économie dans le cadre, dans le contexte actuel. Alors, c'est ce qui explique la présence d'Eddy Labossière à la rubrique Le Point de ce matin. Monsieur Labossière, bonjour. Bienvenue. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Ok, bonjour Wendell. Merci de l'invitation. Et c'est avec plaisir que je vais débattre avec vous et aussi permettre au public, au grand public, d'avoir une idée beaucoup plus claire du débat que l'Association haïtienne des économistes organise avec les principaux candidats Mais il y en a tellement, à la présidence. Il y a tellement de débats, d'émissions avec des candidats à la présidence. Bon, en fait, circonstances obligent. Est-ce que ce n'est pas un débat de trop? Oui, merci Wendell pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question. Un débat de trop, oui, ça peut avoir l'air, mais au fond, ce n'est pas un débat de trop, parce que nous avons un autre format à l'Association haïtienne des économistes. Comment cela va se passer? Et d'abord, nous avons eu des critères à partir desquels nous avons choisi nos candidats pour avoir les meilleurs. Mais ce qui est intéressant et ce qui est original, l'originalité, si vous voulez, de notre débat, c'est que d'un côté, on va faire, si vous voulez, un état des lieux pour les candidats et un chiffre de l'économie haïtienne. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée très claire de ce qui les attend au lendemain du 7 février 2016. Et à côté de ce état des lieux, du bilan, nous allons en bout de ligne leur présenter, si vous voulez, un ensemble de mesures à prendre à court, moyen, long terme pour faire finalement démarrer l'économie haïtienne qui est aujourd'hui est quasiment en faillite. Donc ce sont les deux éléments d'originalité. Il y a même un troisième élément d'originalité. Ils vous diront peut-être que ce ne sera pas à eux d'apporter des réponses correctes aux problèmes et en rapport à l'économie, mais plutôt à leur ministre de l'économie et des finances. Et voilà, et ça tombe bien, cette deuxième partie de la question. Vous savez ce que nous avons fait en termes d'originalité? Parce que la Constitution le dit très clairement. Le président de la République, c'est quelqu'un qui donne les grandes orientations, les visions. C'est le Premier ministre et ses ministres qui vont finalement conduire les affaires de l'État. Donc l'originalité chez nous, c'est que nous avons invité le candidat, bien sûr, mais avec son staff. Ça va vouloir dire en termes clairs, si une question est adressée au candidat à la présidence, il n'est pas capable de répondre, il ne veut pas répondre, il donne une réponse partielle, il aura la possibilité de désigner quelqu'un de son staff pour répondre à cette question. Alors, et en plus de ça... Vous avez pensé à inviter combien de candidats? Et nous avons actuellement 9 candidats. Qui ont répondu, ou bien vous avez invité tous les 54 Non, nous avons eu des critères de sélection. Des critères de sélection, et à partir de ces critères que nous avons transformés en indicateurs, nous avons choisi à peu près 9 candidats. Il y a 2 candidats qui ne voulaient pas se présenter, qui ne veulent pas. J'ai l'impression que ces candidats, ou bien ce candidat ne participe à aucun débat. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas au débat et qui croit qu'il est peut-être dans les années 30-40 qu'on peut arriver au Palais national sans débattre. Parce que il a cette chance. Mais est-ce que Eddy Labossière, est-ce que ce candidat n'a pas... Est-ce qu'il a tort? Est-ce que le candidat en question a tort? Certainement. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire. On a fait quand même l'expérience. C'est ça. C'est pourquoi je suis là. C'est-à-dire que nous devons former l'électorat pour que l'électorat cesse de voter avec son cœur. Que l'électorat cesse de voter à partir du moment qu'il lui donne 10 gouttes, 20 gouttes, 30 gouttes, 40 gouttes, 100 gouttes. Nous sommes en train de faire un travail. C'est un travail, si vous voulez, de longue haleine. Ça va prendre du temps, mais il faut quelque part commencer. La presse haïtienne a déjà commencé. L'Association haïtienne des économistes de la société civile donne sa participation en ce sens que former l'électorat. Pour que l'électorat, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, lorsqu'il aura à exercer, si vous voulez, son droit constitutionnel de vote, eh bien, il dispose de suffisamment d'informations et sur le candidat et
et à partir de ce moment, il pourra faire un choix beaucoup plus rationnel. Parce que le drame, ce candidat qui refuse justement de participer au débat, il est en train de, si vous voulez, d'exploiter l'inconscience collective des gens qui n'ont pas eu la chance et qui sont des marginalisés, si vous voulez. Mais est-ce que... C'est un drame dans ce pays, donc je suis en train de faire ce travail, je suis très content, Monsieur en tant que Labossière, président de l'Association haïtienne des économistes, de faire ce travail. Et au niveau de l'électorat, je sais que ce n'est pas un travail de court terme, mais à long terme, on espère arriver, comme dans les pays développés en général, quelqu'un qui va voter, d'accord, et il vote en fonction de sa conscience et en fonction des résultats concrets qu'il pense que le candidat va pouvoir l'apporter, arriver à la présidence. Peut-être que vous avez entendu les sondages, si je ne me trompe pas, et je ne vais pas vous demander de citer de nom, mais est-ce que ce candidat qui a refusé catégoriquement de participer au débat, est-ce qu'il figure parmi les 15 candidats les plus remarqués? Certainement, parce qu'il y a une autre stratégie, c'est d'arriver au pouvoir. Vous me permettez ce mot, bébé. C'est un bébé qui va arriver au pouvoir et on a eu l'expérience des bébés au pouvoir. Ça ne donne pas grand-chose. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ça. Donc peut-être il se sert de cette expérience. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le peuple, à votre avis, a évolué? Non, c'est ça. C'est pourquoi il adopte cette stratégie. Il sait très clairement, le peuple est toujours le même peuple, avec la même mentalité, qui est prêt à aller voter avec son cœur, ou encore quelqu'un qui est prêt à aller voter à partir du moment qu'on lui donne de l'argent un petit peu. Mais donc, sachant ça, donc il n'a pas besoin de venir débattre, il n'a pas à débattre de cette idée. Oui, mais est-ce que c'est un candidat qui est en mesure de répondre à des économistes, ou encore de convaincre des économistes? Parce que, non, mais c'est l'erreur commise justement par ce candidat. Monsieur Labossière, écoutez, moi si je dois vous interroger, je dois faire, disons, un minimum de préparation avant de vous affronter, parce que je sais que je vais pénétrer ou encore monter dans votre champ, dans votre domaine. Donc, c'est peut-être pareil. Est-ce que le candidat en question n'a pas peur, puisqu'il sait qu'il va avoir affaire à des experts? Voilà, justement, mais c'est une peur non justifiée, parce que les gens ne s'informent pas. Parce que, si vous voulez, le format que présente l'association, justement, aurait dû rassurer ce candidat. Parce que le candidat, encore une fois, je reprends une partie du format, le candidat à la présidence, et ceci, d'après l'esprit même de la Constitution haïtienne, et ce n'est pas le candidat arrivé au pouvoir qui va mener la vie économique, qui va prendre des grandes décisions économiques, c'est le Premier ministre avec le ministre des Finances et les autres. Nous avons donné à ce candidat, mais peut-être ne le savait pas, le privilège de venir avec son staff. Et il a raté cette occasion-là. Pour que les gens cessent de dire de lui qu'il ne participe pas au débat. Il a raté cette occasion parce que le staff sera là et si on lui donne une question, il peut répondre ça superficiellement et orienter la question vers un membre de son staff. Donc il a raté cette occasion de stopper les gens, de bloquer les gens qui disent qu'ils ne participent à aucun débat. Qu'il est un bébé. Professeur Labossière, est-ce que, si l'on doit revenir sur le format, il y aura une question portant sur l'économie adressée à chaque candidat ou il y aura une question à laquelle tous les candidats pourront répondre? Voilà. Et le format, on va avoir des questions en économie, bien sûr. Et vous savez que l'économie est transversale. Il y a l'économie de la santé, il y a l'économie de l'éducation, il y a l'économie environnementale, il y a l'économie en termes institutionnels, il y a même l'économie en termes territoriaux. Donc on va avoir un groupe d'économistes à poser des questions dans le domaine de la macroéconomie, politique monétaire, politique fiscale, politique budgétaire, et en particulier la réforme de l'État. Et ensuite, on va avoir un autre groupe à poser des questions d'une façon sectorielle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des questions sur l'éducation, sur la santé, mais encore liées sur l'énergie, sur le transport, par exemple. Il y a un problème de transport sérieux dans ce pays. Donc, c'est ainsi. Donc, on va avoir justement une question adressée à un candidat spécifique et les autres seront invités à se prononcer sur cette même question. Donc, ça veut dire qu'il y aura 9 questions alors? Bon, il y aura un petit peu plus que 9 questions, il y aura plein de questions, mais à chaque fois, on va leur donner un temps limité, rapidement, pour se prononcer sur la question. Et vous serez surpris de constater des désistements à la dernière minute? Ça aurait été dommage. Pour la bonne et simple raison, j'ai échangé avec les candidats et en leur donnant un minimum de confiance et en leur donnant la possibilité, encore une fois,
d'inviter l'un des membres de leur staff à répondre à la question. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que quelqu'un qui est dictateur et qui sent qu'il sait tout, lorsqu'on lui pose une question, on lui demande s'il n'est pas capable de répondre correctement, qu'il dirige ça vers un membre de son staff, il ne va pas le faire. Il va avoir cette tendance à répondre à toutes les questions, même lorsque les réponses sont des réponses souvent, peuvent être des réponses superficielles. Eh bien. Est-ce que, M. Labossière, est-ce qu'il est trop tard pour d'autres candidats intéressés de participer au débat? Non, il ne sera pas trop tard, sauf que je suis en train de faire apparaître une note au journal Le Nouvelliste avec la photo des candidats qui ont répondu favorablement. Donc si d'autres candidats veulent venir, donc la porte est encore ouverte, on serait très content d'avoir beaucoup plus de candidats et le débat sera beaucoup plus intéressant. J'aurais bien aimé entendre le point de vue de chaque candidat, et je profite pour le leur dire ici, sur la réforme de l'État. Il faut réformer l'État, il faut réformer les finances publiques, il faut réformer les 4 niveaux de gouvernance, parce que c'est un pays... Vous savez que nous avons perdu les 4 niveaux de gouvernance, que ce soit la gouvernance institutionnelle, que ce soit la gouvernance politique, que ce soit la gouvernance économique, même la gouvernance sociale, nous avons perdu dans ce pays. Donc je veux, et à côté du fait que nous vivons en situation de souveraineté partagée, donc ce serait intéressant qu'un candidat soit capable de répondre à la nécessité de lancer les grandes réformes de ce pays. Sans la réforme de ce pays, on ne peut pas aller trop loin. L'intellectuel que vous êtes a peut-être entendu les différentes interventions de nos candidats à la présidence et leur programme aussi. Là, je parle des interventions qui sont déjà faites dans les médias ou encore les débats qui sont organisés, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Est-ce que Eddy Labossière est convaincu des orientations économiques de certains candidats? Et je ne suis pas du tout convaincu. Pour la bonne et simple raison, à travers, si vous voulez, leur programme, leur projet de société, on ne sent pas, si vous voulez, une vision, un choix de société. Il faut un choix de société. Ne venez pas me donner vos priorités. Je n'ai pas besoin de savoir que vos priorités sont l'éducation, sont en santé. Mais donnez-moi votre choix de société. Est-ce qu'on va poursuivre avec cette même société que nous avons ici? Cette société qui crée de la misère, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 25% de la population qui vit dans un état d'extrême pauvreté. Nous avons 60% de la population qui vit dans la misère. Est-ce que les inégalités, c'est énorme dans ce pays? Et les problèmes d'environnement, est-ce qu'on va poursuivre avec cette société? Donc il faut venir me parler de votre choix de société. Ça, c'est ça. On s'attend à ce que quelqu'un soit capable de le faire. Est-ce que je suis convaincu à partir de ce qui est dit dans leur document? Non. C'est un ensemble de vœux pieux. Et ce sont des choses qu'on répète depuis des années. N'importe qui peut dire, bon, en politique, j'aurai une priorité pour l'agriculture, je vais investir dans l'agriculture. Mais la grande question, je dirais même la question de $1 million, M. Rendel. Où est-ce que vous avez trouvé de l'argent? Parce que vous allez arriver au Palais national le 8 février 2016, les caisses seront vides. Vous allez seulement avoir un budget avec de 122,7 milliards de gouttes, avec une bonne contribution haïtienne, c'est bien sûr, mais est-ce que vous serez en mesure, même au niveau des recettes internes, de ramasser les 60 milliards de gouttes? On n'a pas été capable, dans les années passées, d'avoir plus que 40 ou 42 milliards de gouttes de recettes de la DG et de la douane. Donc, où est-ce que vous allez trouver de l'argent, justement, pour appliquer votre politique? Donc jusque-là, tout ce que vous avez entendu depuis le lancement de la campagne électorale relève de vœux pieux. Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi vous devez venir chez nous. Vous devez venir, parce que l'Association haïtienne des économistes, non seulement va vous donner l'opportunité de vous exprimer correctement face à la nation, en faisant très clairement, en présentant très clairement vos programmes et vos projets et votre choix de société, mais en plus de ça, l'association va pouvoir vous aider, pour vous dire, arrivez au Palais national, mes côtés pour aller chercher l'argent pour financer ça ou mettez dans le programme. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance, parce que nous ne sommes pas venus pour faire seulement un débat pour permettre à l'électorat de choisir X, Y, Z. Vous venez chez moi, nous allons vous donner, nous allons vous rappeler l'état des lieux de l'économie, et en plus de ça, et c'est ça qui est important, nous allons vous dire en termes clairs. Vous mettez pendule à l'heure. Non seulement ça, mais je vais vous dire en termes clairs, où est-ce que vous allez pouvoir trouver le financement pour financer l'ensemble de vos projets et programmes à l'intérieur de votre projet de société. Mais je ne peux pas vous le dire en ce moment, Rendel. Donc si vous venez bien sûr au débat, vous allez entendre. Parce que c'est ça, je pense, c'est la question la plus importante aujourd'hui, comment trouver de l'argent
pour financer le développement, parce que nous sommes dans un pays où le secteur financier ne finance pas le secteur réel. Vous parlez des taxes, Non. Je ne suis pas dans les taxes. Je ne vais pas augmenter le taux marginal de taxation. On va avoir le même taux marginal de taxation. Ça ne va pas changer. Je ne parle pas de taxes. Non, eux, par contre, vont le faire. C'est ce que je vous dis. Non, mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens de leur politique? Parce que ça fait des années qu'on dit qu'on va lancer les grandes réformes des finances publiques en faisant augmenter la pression fiscale de 11% à 16%, mais ça n'a jamais été fait. C'est pas facile parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne paient pas la fiscalité. Vous savez que chaque fois que la DG, la douane... Et vous parlons de la nécessité absolue d'élargir l'assiette fiscale. Oui, mais venez à l'association, venez dans les débats, et au bout de la ligne, on va vous dire, d'accord, je peux élargir l'assiette fiscale sans augmenter le taux marginal de taxation des gens. Eddy Labossière, observons la pause et au retour, on essaiera de mieux comprendre ce qui va se passer demain avec les candidats dans le cadre de cet important débat avec des candidats à la présidence, tout en rappelant que vous êtes président de l'Association des économistes haïtiens. Merci encore une fois. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Demain, un important débat va avoir lieu sur l'initiative de l'Association des économistes haïtiens, débat auquel prendront part des candidats, plusieurs évidemment, à la présidence. Avec nous ce matin pour en parler, l'économiste Eddy Labossière, qui est président de l'association. Et jusque-là, tout à fait prêt pour le débat? Oui, en principe, parce que nous avons contacté presque tous les candidats qui sont là. Et nous avons fait, pour la logistique au niveau de l'hôtel, je pense que tout a été scellé, c'est résolu. Et dans les médias, et nous avons fait tous les contacts. D'accord, nous avons une publicité au Nouvelliste aujourd'hui, demain. Et nous avons contacté, et nous avons invité les médias. Et nous aurons même une retransmission aux deux retransmissions en direct. Et Radio-Télévision Caraïbes et Télé Nationale. Donc, je pense que globalement, c'est prêt. Les économistes sont prêts pour venir jouer leur partition. Vous pensez qu'une telle initiative va pouvoir aider l'électorat dans le choix qu'il aura à faire? Et à très court terme, non. Parce que c'est un travail de long terme. L'électorat haïtien en général, vous savez que nous avons une bonne partie de la population, malheureusement, qui est illettrée. Et en plus de ça, nous avons une bonne partie de la population qui se trouve malheureusement, et c'est 25% de la population en situation d'extrême pauvreté. Donc ce sera difficile pour nous d'atteindre ces gens, mais nous commençons le travail. Bien que l'on constate cette année qu'il y a beaucoup plus de manifestations d'intérêt, je dirais, pour les débats. Il y a beaucoup plus de candidats. Il y a beaucoup de candidats formés aussi. Et autant qu'il y a de candidats formés, autant qu'il y a cette volonté manifeste, je dirais, de participer à des débats. C'est ça. Il y a une grande amélioration, sauf que mon inquiétude, c'est que le taux de participation est encore trop faible. Les gens n'ont pas encore compris la nécessité d'aller dans les urnes pour exprimer, si vous voulez, leur mécontentement, leur frustration, mais choisir le candidat. Est-ce que ce n'est pas parce que d'un côté, il y a des hommes politiques, des politiciens qui appellent à la mobilisation pour les élections, et de l'autre, il y a d'autres qui appellent quand même au boycott des élections. C'est ça. Donc, et que la population, encore l'électorat, se trouve entre deux feux. Et ne sachant que faire, est-ce qu'il doit aller voter ou bien est-ce qu'il doit rester chez lui? Et à côté de ça, Wendell, nous avons un électorat très émietté. Donc ça va être difficile de savoir, même si on vous dit que quelqu'un serait peut-être favori dans les sondages, c'est difficile, c'est très très émietté. Donc on ne sait pas. C'est vraiment la grande incertitude à l'occasion des élections du 25 octobre 2016 avec ce type d'électorat. Êtes-vous en train de nous dire, M. Labossière, que l'on ne doit pas être surpris si c'est un outsider ou si c'est n'importe qui arrive à remporter ces élections? Oui, je pense que l'environnement actuel est très favorable pour un outsider. Parce qu'il y a un groupe de candidats qui partagent à peu près le même électorat. Donc l'outsider a toute sa chance. Une des rares fois dans l'histoire de ce pays, on a fait élection et que l'outsider a toute cette possibilité d'arriver au pouvoir. Donc je veux dire, en possibilité à plus évident toujours d'après vous-même. C'est plus évident. Sauf qu'encore une fois... Non mais parmi les candidats, par exemple, qui sont en tête de liste, là, je dis là, à partir de l'information ça, ou encore
impression ça qu'on gagnait et que l'électorat est émietté, qu'on groupe de candidats qui parlent bataille pour le même électorat. Voilà. Et je dis là, qui comportement, qui attitude yon candidat à de gagner? Et bon, que continue à faire campagne, que vienne dans des baillots, évidemment, et que il commence à continuer à faire population dans des voiles et mettez moun dans la rue, effectivement, pas pour moun bailler moun là, j'ai envie de voter pour vous, mais essayer de convaincre. Et parce qu'il y a une partie de la population. Est-ce que l'agent, c'est pas un cap son atout extraordinaire, alors dans la population, c'est pas par hasard, il y a 25% de population qui est dans l'extrême pauvreté, donc on est dans une situation comme ça. Donc, au bal 50 gouttes, 100 gouttes, 200 gouttes, il va voter. Bon, voilà, il va 1000 gouttes, donc il va le voter facilement. Mais ce que je voulais dire, ce qui est le plus important pour nous, à l'association, c'est de faire le débat, permettre les candidats après débattre l'idée, parce que c'est vraiment pas intéressant pour nous-mêmes, l'association, on vit cette situation, quelqu'un qui va faire une meeting de masse avec des millions de gens, il n'a pas ce privilège de débattre de projets, de société, de choix de société. Donc, bien content que nous commençons à faire. Mais ce que je voulais dire en plus, Wendell, c'est que le pays est tellement difficile. Nous sommes un pays qui est au creux de la vague. Nous sommes citoyens d'un pays en faillite. Les gens souvent oublient ça. Nous sommes un citoyen d'un pays assisté en situation de souveraineté partagée. Pour sortir de ce pays là où il est actuellement, au creux de la vague, eh bien, le candidat arrivé au Palais national en février 2016 doit avoir besoin d'une autre légitimité. Il faut deux légitimités aujourd'hui, en 2016, pour diriger ce pays. La première légitimité est celle que vous allez obtenir aux élections. La deuxième légitimité. Et sans cette deuxième légitimité, vous ne serez pas en mesure de faire bouger ce pays parce qu'il y a tellement d'intérêts contradictoires, il y a tellement de gens là qui se sont positionnés, surtout l'oligarchie. Faire bouger l'oligarchie, faire bouger les gens qui refusent de payer, qui exercent ce qu'on appelle le civisme fiscal, qui refusent de payer. Mais pour faire ça, pour avancer le pays, il vous faut une deuxième légitimité. Et cette deuxième légitimité, vous allez l'obtenir en faisant, si vous voulez, un dialogue social, en réconciliant la nation avec elle-même, en trouvant une méthodologie pour faire ça. Vous croyez que c'est possible? C'est difficile. Réconcilier la nation avec elle-même aujourd'hui, c'est possible à votre avis? Et c'est pas ça qui m'intéresse fondamentalement. Parce que nous sommes déjà une société divisée, non? Voilà. Ça va être très, très compliqué pour renoncer la nation avec elle-même, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Et ça va être difficile, mais sauf que je suis en train de vous dire aussi, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire bouger ce pays. Si vous n'arrivez pas à réconcilier la nation avec elle-même, vous avez parlé de vous ne pouvez pas faire bouger ce pays, en tout cas de point de vue économique. Vous parlez de deux légitimités. Voilà. Et d'abord, avoir ou encore obtenir le vote d'une majorité. Voilà. Et donc, c'est ça la première légitimité. C'est ça. Et la deuxième, réussir à permettre aux gens de s'asseoir, des gens de tous les secteurs, toutes les catégories sociales, à se mettre ensemble. Voilà. Pour revoir le pays. Pour revoir, pour dire finalement qu'est-ce qu'on va faire avec ce pays. Parce que, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, la République dominicaine nous occupe économiquement. Il y a une occupation en douceur qui se fait. Évidemment, quelqu'un va me dire que c'est des deux côtés. Mais nous avons cette occupation. Un pays qui exporte vers Haïti près de 2 milliards chaque année de produits, nous avons en bonne et due forme une occupation dominicaine. Et en plus de ça, il y a le secteur économique, c'est un petit groupe. Comment allez-vous faire pour créer une nouvelle classe d'entrepreneurs dans ce pays si vous n'arrivez pas à initier ou bien obtenir cette deuxième légitimité? Il faut une nouvelle classe d'entrepreneurs dans ce pays. Il faut réformer le marché financier. Il faut réformer à la fois le secteur financier et le secteur non financier. Là, je vois les assurances. Il faut avoir une loi sur les assurances pour avoir de véritables maisons d'assurance, pour mobiliser le financement non bancaire dans ce pays et pour mettre ce financement au service du développement. En parlant des relations entre Haïti et la République dominicaine, économiques évidemment, est-ce qu'on peut revenir sur la réaction que vous avez eue récemment aux mesures prises par le gouvernement d'interdire l'arrivée sur le marché haïtien de 23 produits dominicains? Votre réaction, c'était quoi? Oh, c'est une mesure de rêve. J'ai rêvé ça depuis des années. Pourquoi? Évidemment, la République dominicaine a déposé auprès de l'Organisation mondiale du commerce des plaintes. Oui. Mais l'État haïtien aurait longtemps déposé des plaintes.
devant l'Organisation mondiale du commerce, face à la République dominicaine qui fait ce qu'on appelle qui empêche aux produits haïtiens d'entrer sur le territoire haïtien sous prétexte de mauvaise qualité. Vous voyez bien, donc c'est une mesure extraordinaire. Malheureusement, vous voyez, ici dans ce pays, on fait les choses d'une façon disparate. Cette mesure du gouvernement Andel, on aurait dû l'inclure dans une perspective très large de développement économique et social. Et heureusement, le ministre des Finances l'a fait. Dans le budget 2015-2016, il y a une dotation budgétaire pour financer, si vous voulez, les PME, PMI. Immédiatement, une mesure comme ça, on aurait dû accompagner cette mesure d'une stratégie commerciale de substitution aux produits dominicains. Ça veut dire en termes clairs, je suis prêt à financer les PME, les PMI, lorsque je dis financer, les aider à trouver du financement pour pouvoir produire ces produits qu'on importait de la République dominicaine. C'est pourquoi j'ai trouvé cette mesure aurait dû s'inscrire dans le cadre d'une politique générale. Et de notre côté, le gouvernement peut ne pas avoir les moyens de sa politique. Parce que lorsque vous avez 350 km de frontières, avec 35 points de passage, on maîtrise seulement 10 points de passage, il reste 25 points de passage, les gens vont passer avec les conteneurs sur le lac Azuri et entrer avec ces produits sans payer de taxes cette fois-ci. Vous voyez bien, c'est un drame qu'il y a. Mais est-ce que ça ne va pas favoriser la contrebande? C'est ça que je suis en train de dire. Parce que les gens, parce que si le gouvernement, je ne sais pas quel moyen dont dispose le gouvernement pour renforcer ce dispositif. Est-ce que le gouvernement possède des drones pour contrôler la frontière la nuit, lorsque les gens passent avec les conteneurs de ciment, de fer? Je ne sais pas si vous avez entendu cette réaction du ministre Navarro, qui estime que son ambassadeur, rappelé en République dominicaine, y restera aussi longtemps que ces mesures durent. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est aussi une bonne chose que l'ambassadeur reste, et nous autres, Haïtiens, nous mettons en place un fonds d'investissement, et heureusement il y a une dotation budgétaire pour ça. Nous augmentons la capitalisation de ce fonds, et nous accompagnons nos PME, PMI, pour produire du ciment, par exemple, pour produire des fers. C'est ça, je suis bien content, l'ambassadeur doit rester, et nous autres, Haïtiens, nous avons un fonds d'investissement pour financer la création de PME qui vont produire ces biens-là. Et nous avons la capacité de produire le ciment. Oui, mais ça peut avoir d'autres effets également. Non, même l'effet, peut-être les prix vont augmenter parce que nous allons devoir alimenter le marché et en faire un ciment et d'autres produits venant d'autres endroits. Mais pendant ce temps, nous développons notre propre capacité de production. Et c'est le seul moyen de créer des emplois qui ne seront pas des emplois pépins, entre guillemets, qui seront des emplois solides. C'est dans ces secteurs porteurs. Qu'est-ce que vous entendez par emploi pépin? Un emploi qui donne un revenu à une personne et la personne ne peut pas vivre avec ce revenu-là. Vous imaginez, même le salaire minimum, c'est un emploi pépin. La personne ne peut pas vivre avec un salaire minimum de 200, de 300 gouttes. Et pourquoi vous l'appelez pépin? La personne, c'est comme ça, je l'appelle. Donc, je crée ça un petit peu. Bon, c'est un petit peu personnel. Je trouve que les gens ne peuvent pas vivre avec ça. Donc, c'est une très bonne mesure pour le gouvernement. Je dis bravo au gouvernement. Mais sauf que j'espère que l'autre gouvernement va prendre cette mesure et l'insérer dans un cadre global, même si à court terme, on va souffrir. Nous avons l'habitude de souffrir. Nous avons suivi pas mal d'embargos dans ce pays. C'est l'occasion, mes amis, pour Haïti, d'appliquer une stratégie commerciale de substitution aux produits dominicains. Avec il faut prévoir aussi les retombées. C'est pas seulement le secteur financier haïtien n'est pas capable de financer nos PME. C'est ça le drame, c'est un pays bloqué. Le financement n'est pas au service de nos PME. Il faut faire ça avec nos petites entreprises. Eddy Labossière, Haïti est classé 134e sur 140 pays selon le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité. Et quelle est votre réaction? Bon, je ne suis pas du tout étonné. Et nous obtenons le classement qu'effectivement on mérite. C'est ça que nous méritons. Parce que lorsqu'on parle de compétitivité, on parle certainement de notre capacité d'attirer les investissements directs des étrangers. Nous regardons l'environnement des affaires dans ce pays. C'est un environnement très délétère. Quelqu'un qui vient en Haïti pour créer une entreprise, même si on nous parle de guichet unique, mais on constate que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas prendre 3-4 mois pour créer une entreprise. Lorsque quelqu'un qui veut avoir un financement en Haïti, c'est quasiment impossible. Est-ce que cela, c'est plutôt détérioré le guichet unique? Parce qu'au départ, il paraît que ça fonctionnait, ça marchait. Non, ça n'a jamais fonctionné comme... Parce que je ne peux pas ouvrir une entreprise dans l'espace d'un mois, ça prend toujours 2-3-4 mois. Donc ça n'a jamais fonctionné comme il aurait dû fonctionner. Donc j'arrive en Haïti, et lorsqu'on prend les coûts de production, c'est là que ça va être important, parce que je dois avoir la foi pour que mon environnement soit compétitif. Non seulement il faut qu'il y ait une certaine stabilité politique, stabilité économique, mais je dois avoir
un certain nombre d'avantages comparatifs et d'avantages compétitifs. C'est ça qui est important. C'est ça qui permet de faire l'indice. Quels sont les avantages comparatifs, quels sont les avantages compétitifs aujourd'hui d'Haïti? Prenons l'électricité. Le kilowattheure, c'est trop cher, donc je n'ai pas d'avantage comparatif ni compétitif dans l'électricité. Lorsque nous prenons les ports haïtiens, vous savez que généralement, les gens préfèrent aller en République dominicaine et entrer avec les produits en passant par la frontière. C'est parce que les ports haïtiens, non seulement c'est de mauvaise qualité, mais le coût est très élevé. Lorsque nous prenons la main-d'œuvre dans ce pays, c'est un drame aussi. Nos universités, nos écoles professionnelles ne forment pas suffisamment le capital humain devant aller travailler dans les entreprises. Souvent, ils sont obligés d'importer les gens. Vous voyez bien, parce que nous n'avons pas une école orientée vers, si vous voulez, le développement. Donc, il faudra peut-être qu'on donne à l'université beaucoup plus de moyens pour faire de la recherche et pour faire des propositions en termes de... pour pouvoir avoir des techniciens capables de travailler à quel que soit le niveau, surtout dans le domaine électronique. Vous voyez bien, donc nous n'avons pas d'avantage comparatif, nous n'avons pas d'avantage compétitif dans pas mal de domaines. Donc, notre niveau de compétitivité, au contraire, on aurait dû peut-être un petit peu... On a juste derrière la Jamaïque, la République dominicaine et le Venezuela. Mais ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, que ce soit en termes de formation de la main-d'œuvre, la qualification. Ils ont l'avantage sur nous, la stabilité. Parce que vous savez, dans ce pays, il y a un problème de stabilité. Mais les problèmes, le diagnostic est fait, les problèmes sont indexés. Et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui entrave, je dirais, la résolution de ces problèmes? Le changement, vous savez, on a initié un changement et dans une structure telle que Haïti. Bon, en général, c'est très difficile d'initier un changement. Par exemple, vous savez qu'il y a des gens qui ont des situations, je dirais, et des droits d'aînés sur des positions. Ce sont, si vous avez quelqu'un, les hommes d'affaires dans ce pays, c'est un petit groupe, par exemple. Comment éclater ce petit groupe pour permettre à d'autres personnes de rentrer? Eh bien, et arriver au pouvoir, est-ce que généralement, nos dirigeants... Non, ce groupe peut contenir beaucoup plus de membres, peut avoir beaucoup plus de gens, et que l'on fonctionne avec la même mentalité de monopole, par exemple, que ça ne va pas changer. Immédiatement, supposons qu'on arrive à créer une nouvelle classe d'entrepreneurs sur ce pays. Le marché est ouvert, le marché est fermé, c'est un petit groupe qui en profite. Donc, si j'arrive à créer une nouvelle classe d'entrepreneurs à partir d'un fonds d'investissement qui vont permettre aux petites, moyennes entreprises de se développer, donc il va y avoir beaucoup plus de compétition. Il n'y a pas de compétition dans ce pays. L'absence de compétition, c'est un problème au niveau du secteur privé. Deuxièmement, au niveau de l'État, la volonté politique n'est jamais là. Il faut la volonté politique pour aller chercher. Parce que je viens de noter tout à l'heure, chaque fois que le DG et la douane doivent entrer 100 gouttes, c'est seulement 50 gouttes par an. L'autre 50 gouttes restent dans la poche des contribuables sous forme de corruption, de forme de contrebande, de fraude fiscale et même de dumping fiscal le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Donc il faut avoir la volonté politique d'abord pour appliquer un ensemble de mesures et des gens peut-être qui ont financé votre campagne. C'est difficile d'aller demander à ces gens de payer. Donc il y a un niveau au niveau du secteur privé qui est trop fermé. Il y a un autre problème aussi, le marché financier. On n'en a pas parlé suffisamment. Le marché financier haïtien est absent. Le marché financier est même presque inexistant, c'est seulement les banques commerciales. Il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de banque de développement. Parce que dans une économie donnée, si on n'a pas à la fois une structure capable de faire trouver le financement à moyen et long terme, et une autre structure capable de faire trouver le financement à court terme, qui sont les banques commerciales, l'économie ne peut pas marcher, c'est une économie qui est bloquée. Il y a deux points que je veux voir avec vous avant de nous en aller. Et le dollar américain, depuis quelques mois, on constate une certaine stabilité. À votre avis, est-ce que ce sont les mesures de la Banque centrale qui ont été fructueuses? Bon, je dirais essentiellement de la Banque centrale parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension conjoncturelle, il y a une dimension structurelle. La Banque centrale est là, dans sa politique monétaire, dans sa dimension conjoncturelle. À court terme, intervient par des opérations d'open market et d'opérations sur les coefficients de réserve, etc., etc. Donc c'est ça qui porte feu. Mais la dimension long terme, ce n'est pas redressé, donc on va retenir le même problème. La dimension structurelle, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau de l'économie qu'on doit commencer à produire dans ce pays. Nous ne produisons pas suffisamment et nous n'exportons pas. Parce que c'est l'exportation qui peut permettre à la monnaie nationale de garder une certaine parité et même, vous voyez bien. Donc, mais si nous devons commencer à produire aujourd'hui, les résultats ne sont pas pour demain quand même. Et oui, mais on doit commencer dès aujourd'hui à mettre en place les éléments importants pour arriver à cette production. Par exemple, je reviens encore c'est une obsession pour moi, même si peut-être on doit mettre des garde-fous, la création de ce fonds d'investissement.
pour financer nos entreprises. Il y a pas mal d'Haïtiens qui ont des projets vraiment intéressants, pour des projets rentables, mais qui ne peuvent pas trouver de financement au niveau du système bancaire haïtien. Parce qu'une banque commerciale ne peut pas non plus engager les fonds du client dans un environnement pareil. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'identité. Et il y a des gens peut-être, et au point de vue légal, il n'y a pas suffisamment de loi, ou bien on ne peut pas renforcer la loi. Donc et le seul moyen pour nous rapidement de faire avancer ce pays, c'est créer de ce fonds. C'est la création de ce fonds d'investissement et mettre des garde-fous. Effectivement, et permettre aux PME de trouver le financement pour finalement faire avancer le développement économique. Eddy Labossière. Et dans quel niveau ou quoi que l'élection est capable de résoudre le problème haïtien? Le problème pays d'Haïti. L'élection en lui-même peut ne pas être en mesure de résoudre le problème haïtien. Mais l'élection, c'est un passage obligé. C'est pourquoi j'ai parlé de deux niveaux de... Écoutez, nous avons fait le choix de ce procédé-là pour élire, pour désigner nos dirigeants. Ouais. On passe par les élections. Mais vous, Eddy Labossière, dans quel niveau ou quoi que l'élection, ça ou pas le fait là, capable de changer le pays d'Haïti, garantir un meilleur avenir à Timoun Kabini, par exemple? Bon, je reprends encore ce que je disais tantôt. Élection, ça va permettre aux candidats d'arriver au Palais national avec un premier niveau de légitimité. Donc, il faut avoir ce premier niveau de légitimité pour lancer les grandes réformes de l'État, pour permettre au pays de retrouver les 4 niveaux de gouvernance perdus. Mais ça, élection, ça permet moins, fait fondamentalement, c'est d'aller chercher la deuxième légitimité. 4 niveaux de gouvernance perdus, ça veut dire? Nous avons perdu la gouvernance politique de ce pays. Ce n'est pas nous qui avons mené le pays. Non, probablement, c'est l'OEA qui prend décision pour ça qui va le passer, ça qui va le passer. On a perdu la gouvernance de ce pays. Et la gouvernance institutionnelle, nous avons perdu la gouvernance politique de ce pays. C'est l'autre jour, c'est le ministre des Affaires des États-Unis qui est obligé de débarquer là, peut-être venir nous relancer pour. La gouvernance économique, nous avons perdu longtemps. Le budget de la République, c'est financé par l'international. La gouvernance sociale, nous avons perdu la gouvernance sociale. Ce n'est pas le ministère des Affaires sociales qui a mis en place un filet de protection sociale pour aider les pauvres de ce pays. Ce sont les ONG qui font ça. Alors, comment l'élection par le fait là, est capable d'aider nous à récupérer ces 4 niveaux de gouvernance? Encore, j'ai la même réponse. Et parce que je suis convaincu de ça. Cette élection va nous donner un candidat à la présidence, même si c'est un candidat bébé, il arrive au pouvoir, il a un premier niveau de légitimité. Il doit aller chercher ce deuxième niveau de légitimité, la chute avec tout le monde, ils font un véritable dialogue avec tout le secteur. C'est convoquer les États généraux? Non, je ne sais pas, je ne peux pas baptiser parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre de ça. Mais il va trouver une formule. Peut-être originale, parce que nous, on sait trouver les formules originales pour mettre Haïtiens autour d'une table pour une deuxième légitimité. Bon, pour ça, cette deuxième légitimité, s'il n'y a pas gagné, il ne peut pas parler avec institutions internationales. Fonds monétaire international, Banque mondiale, BID, à plat pour faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tout secteur avec elle, en plus de légitimité populaire en tant que... C'est ça, les salles pour l'ONG, ils diront ça, c'est pas besoin de l'hôpital là, non, besoin de là. Pas besoin de l'école, non. Son centre de formation professionnelle. Mais ça, c'est si l'élection va contester, pas vrai? Absolument. Si l'élection vient bon, même s'il contestait, depuis le rivet, il y a une légitimité, même plus ou moins accepté, il va chercher deuxième légitimité, ça, parce que sans deuxième légitimité, ça ne pourra pas faire bouger ce pays, parce que financement, elle n'est pas devenu. Une élection contestée, ça veut dire que dans les prochains mois, et après installation président, après prestation de serment, c'est mon qui va dans la rue, on va dire là-bas? Pas forcément. Pas forcément, s'il fait chercher deuxième légitimité, ça, au niveau de la population. Non, mais pour le deuxième légitimité, ça, c'est faut que tu aies gagné les membres de la classe politique avec elle, tout là-dedans. Bon, c'est lui-même pour jouer nos formules. Et c'est les membres de la classe politique dans la rue en cap contre tout. Non, mais c'est Chita avec le poser problème, non, j'ai le poser là, il a accepté. Non, mais en général, changement pas facile. Je ne vais pas apprendre rien, dit la boîte, mais on connaît que les perdants sont toujours récalcitrants. C'est ça, c'est ça. Et on Chita sous table avec perdant, dit, moi je ne suis pas perdant parce qu'on va partager les choses. Donc son formule, je pense qu'il est bon pour avoir ce deuxième niveau de légitimité. Donc ça veut dire inviter tout candidat, ça, en fait. Tout secteur. Ça va le forcer comme pas forcément, pas seulement tout candidat. Ça va le forcer comme toi. Les gens savent ça. On va trouver la formule. Je n'ai pas la modalité, comment ça va se faire. Mais il faut s'asseoir ensemble. Parce que j'ai l'impression que depuis après l'indépendance, depuis avant, là, on a préparé la guerre d'indépendance, nous étions chités ensemble. Depuis ça, Haïtiens et chités ensemble. On essaie de faire pour avoir cette deuxième légitimité. On fera comme Paul Kagame. Et les ça qu'on y a même besoin
il y a des gens qui viennent au pouvoir qui travaillent avec l'institution internationale. Par exemple, je regarde les fonds internationaux qui disent que le gouvernement ça a un déficit budgétaire. Moi, lorsque j'ai été voir, le gouvernement n'a pas de déficit budgétaire. Il faut qu'il y ait des gens qui disent. Il faut qu'il y ait ça. Évidemment, il faut qu'il y ait des qualifiés et compétents pour parler avec eux, pour mettre en haut, parce que les élèves ont une institution internationale. Il faut une institution internationale, ça veut dire chercher côté puis ils financent en live. Parce qu'ils ont des fonds. Ils ont des fonds. Mais pas un projet. Non, ils ont financé. Depuis qu'on côté entré pour une structure capitale entreprise haïtienne, ils ont là-dedans. Ils viennent faire corps. Des contents, il y a possibilité dans le matin. Et j'espère que nous sommes utiles. Auditeurs, avec téléspectateurs métropoliaux. Nous avons surtout succès avec des débats qui va faire avec des candidats à la présidence. Mais nous devons en fait, émettre le souhait que dans 54 candidats qui à la présidence, tu as gagné au moins 10 là-dedans qui sont pays avant tête. Oui, mais je ne vais pas chita sur ça, non. Non, je ne vais pas ça. Non, je ne vais pas chita sur ça, non. C'est dans les institutions que je vais prendre. Parce que je ne vais pas compter son individu. Évidemment, le cas bloqué, même s'il n'est pas volontaire. Mais ce sont les institutions que nous devons faire jouer. C'est pourquoi on doit retrouver la gouvernance institutionnelle de ce pays. Merci. Même les n'a pas avancé. Merci, Eddy Labossia. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On espère avoir la possibilité de vous parler bientôt. Merci encore une fois. Ok, merci, ça a été un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste Eddy Labossia, président de l'Association des économistes haïtiens, était notre invité aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.